Bonjour à tout le monde. Bienvenue à l'innovation dans le plaidoyer pour la planification familiale en temps de COVID-19. Les plaideurs se tournent vers l'avenir. Comment assurer la continuité de la planification familiale dans l'année à venir? Moi, je suis Kate Barrett. Je suis responsable de programme avec Planning familial avancé à l'école de santé publique de Johns Hopkins. Nous sommes heureux de vous présenter ce panel qui met en lumière des exemples du monde entier de la façon dont les défenseurs de droits relèvent les défis de la poursuite des services de planification familiale. Pendant la pandémie, le panel met en évidence les réponses et les adaptations innovantes des défenseurs des droits pour assurer la continuité du planning familial pendant la pandémie. Je vous présente maintenant la modératrice Siva Tamentam et la directrice exécutive du Centre de ressources et de recherche pour les femmes de l'Asie-Pacifique, une organisation régionale de partenariat qui travaille dans 15 pays prioritaires de l'Asie-Pacifique et avec des organisations et des réseaux régionaux dans le Sud. Les différents choix de carrière de Siva qui comprennent l'enseignement, l'écriture, la publication commerciale, les communications et le travail aux Nations Unies lui ont donné l'occasion d'explorer de nombreuses disciplines professionnelles et de former des idées de travail en partenariat et de respect de la diversité. Elle est la conceptrice principale du rapport Reclaiming and Defining Rights de l'ERO qui a suivi les progrès de DSSR dans 5 régions du Sud et est l'auteur principal du rapport sur l'Asie-Pacifique. Elle écrit et défend de manière intensive les droits sexuels et reproductifs. Merci. COVID-19 pose des défis sérieux pour nous tous qui travaillent pour les droits sexuels et reproductifs. La manière dont le personnel de santé a été déployé pour combattre le COVID a témoigné de cette crise énorme. Outre que de combattre la pandémie, on voit la division entre les services de santé, entre essentiels et non essentiels. Surtout, les services de planning familial ont été dénommés comme non essentiels. Cela avait des effets néfastes. Les ONG ont dû fermer leurs portes parce que les prestataires de services des ONG sont ceux qui donnent des services subventionnés aux utilisatrices, surtout aux jeunes. Et donc, ces services ont été retardés et refusés aux groupes vulnérables. Dans plusieurs cas clés, dans différents pays, ça prenait beaucoup de temps pour avoir les services en SSR reconnus comme services essentiels, mais malheureusement pas dans tous les pays. Et dans nombre de pays, on voit toujours que ces services ne sont pas disponibles. Notre aptitude en tant que société civile pour faire le plaidoyer et pour rendre le gouvernement redevable a été réduite. Dans le passé, on a parlé de l'espace civil qui s'est rétréci, mais cet endroit n'existait même plus dans certaines circonstances. Maintenant, on commence la deuxième année de la pandémie et nous voyons simultanément le déploiement du vaccin, mais on voit également des mutations du virus. Il y a une flambée d'infections sur tous les continents. Donc le moment est venu de remonter et de tirer les leçons de ces innovations. Et là où le plaidoyer a fonctionné, comment ces plaideurs ont pu surmonter les défis non surmontables et comment nous pouvons définir le programme SSR avec les gouvernements pour assurer que ces services qui sont essentiels pour nous sont bien reçus par les jeunes. D'abord, nous avons Bridget Kezabo. Bridget Kezabo est associée à la défense des jeunes pour l'International Youth Alliance for Family Planning dans le cadre du projet Empowering Evidence Driven en Ouganda. Elle a également participé au processus de recherche du Population Reference Bureau et à la formulation des produits de plaidoyer en faveur des résultats. Elle a également fait partie du groupe de travail mondial sur la jeunesse de la Commission qui a organisé des discussions et formulé des moyens créatifs pour promouvoir l'accès des jeunes aux informations et aux services SRD, même en pleine pandémie. Son mantra en matière de planning familial est « Ne renoncez pas au planning familial avant d'avoir trouvé la méthode qui vous convient
convient le mieux. En effet, elle utilise des plateformes technologiques pour promouvoir la responsabilisation des jeunes, cartographie des méthodes contraceptives et des services disponibles à Kampala, en Ouganda. On savait que les services de la contraception présentaient déjà un problème en Ouganda. Alors, en conséquence, les responsables de la jeunesse ont été à l'avant-garde des efforts de sensibilisation et de responsabilisation pendant la pandémie. Brigitte va nous parler des efforts qu'on a entrepris à Kampala. Merci. Siva, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Brigitte Kezabou. Je suis associée de plaidoyer pour l'Alliance internationale des jeunes pour planification familiale. Et moi, je vais vous parler de l'utilisation des plateformes technologiques pour promouvoir la responsabilisation des jeunes, la cartographie des méthodes contraceptives et des services disponibles à Kampala, en Ouganda. Comme je viens de vous dire, moi, je représente l'Alliance des jeunes en Ouganda pour le planning familial. Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir justice pour tout le monde. On veut avoir disponibilité contraceptive. On veut que les jeunes aient accès aux contraceptifs. Je vais vous donner un arrière-fond. Qu'est-ce qui a inspiré notre innovation? En effet, il s'agit de Google Maps contraceptive. C'est une carte qui se focalise sur la division ici entre 3 districts. Ça a commencé lorsqu'il y avait une recherche qui commençait en 2018, appuyée par le PRB, Population Reference Bureau. Et cette recherche a été faite dans 3 districts, à Kampala, à Mayuge et à Kabala. Mais l'innovation est vraiment une solution pour utiliser les données de recherche qui ont été collectionnées, des groupes de discussion et entretiens ont été menés. On a donc conclu que les services de contraception adaptés aux jeunes n'étaient pas facilement accessibles. On a vu à base de cette recherche, parce qu'on a parlé des limitations des femmes pour avoir accès aux contraceptifs. Et à Kampala, en particulier, l'un des problèmes qu'on a révélé, c'est que les femmes ne savent pas où aller pour obtenir les contraceptifs. Et puis, il y a des établissements, mais on ne sait pas qui a les contraceptifs dont elles ont besoin disponibles. Et puis, un autre problème, c'est que ces femmes avaient bien une préférence pour une méthode, mais lorsqu'elles sont arrivées à l'établissement, il y avait une rupture de stock. Alors, dans une situation pareille, l'utilisatrice baisse les bras alors on s'est penché sur ces problèmes. Et donc ici, il s'agit de cette carte Google pour contraceptifs. Il s'agit d'une plateforme en ligne. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel browser. Donc, lorsque vous avez accès à l'Internet sur votre portable, sur votre ordinateur portable, sur un téléphone mobile, si vous avez accès aux données Internet, alors vous avez accès à un lien et avec ce lien, vous avez accès à cette carte. La carte vous donne des informations sur les établissements. Vous voyez où se trouvent les établissements de santé et lorsque ces établissements sont ouverts et quelles méthodes sont disponibles en temps réel. De cette manière-là, vous interagissez avec ces établissements, vous savez exactement quelles méthodes sont disponibles. Et cette carte est toujours mise à jour. Donc, chaque fois où l'utilisatrice regarde la carte, elle est à même de voir que tel établissement a une telle méthode à un tel moment. Donc c'est facile pour trouver l'établissement qui les intéresse sur la carte. Et puis, les utilisatrices peuvent directement aller dans l'établissement où ils ont les contraceptifs disponibles qu'elles préfèrent. Je vais vous montrer ici un petit peu comme ça marche. Vous voyez, vous allez sous le browser. Vous allez sous www.prb.com, map,
Et après avoir entré le lien, vous voyez la carte. Vous voyez ici qu'il y a des symboles plus sur la carte. Alors vous cliquez sur le plus et puis vous voyez tout d'un coup l'établissement sanitaire. Et vous voyez tous les services qui sont fournis dans cet établissement. Alors lorsque vous allez sous un autre signe plus, vous voyez un autre établissement avec les services qui sont disponibles. Chaque fois où les utilisatrices veulent aller dans un établissement, elles peuvent donc voir sur cette carte où les méthodes préférées sont disponibles. Vous voyez dans quelle région ça se trouve. Et voilà, c'était notre solution pour aider les jeunes à accéder les méthodes de contraception. Oui, alors quel est notre progrès? Jusqu'à présent, Google Maps a connu la réussite. On a eu plus de 5000 utilisatrices. On avait beaucoup de témoignages positifs de jeunes qui ont tiré parti de cette carte. Et la carte est vraiment un bon accès aux contraceptifs. Et vous voyez sur cette diapositive le témoignage d'une jeune dame qui a pu accéder les contraceptives de son choix du centre de l'établissement sanitaire et donc elle n'était pas déçue. On a aussi une vidéo qui affiche les innovations de plaidoyer. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube, sur la page de Population Reference Bureau. On a aussi des mises à jour bimensuelles avec des informations essentielles pour que les jeunes puissent accéder aux services sur cette carte. Donc, c'est la mise à jour de cette carte. Et puis, on partage aussi les données clés et les engagements politiques liés à la santé reproductive des jeunes. Avec le recueil de ces données, nous les avons mis dans un dossier et nous les avons partagés avec le ministère de la Santé et aussi avec les prestataires de services. Comme ça, ils ont aussi pu ajuster la formation sur les contraceptifs, aussi en mesure de la disponibilité et du stock. Quelles sont les étapes suivantes? Comment va-t-on utiliser ces données qu'on a recueillies? Bon, bien sûr, on va les utiliser pour mettre à jour la carte, mais on veut aussi influencer l'offre de contraceptifs pour qu'elle corresponde à la demande. On aide les établissements de cette manière. Tous les établissements sont gérés par le ministère de Santé. Dès que vous avez un partenariat avec le ministère de Santé où nos données alimentent les décisions, ça devient important. Dans certains établissements, lorsque les clientes y viennent pour obtenir par exemple une injection, ça veut dire que cet établissement-là devrait avoir un stock plus important d'injections que d'autres établissements. Donc c'est très important pour influencer l'offre et la demande. Aussi, on peut relever le défi permanent des ruptures de stock. Et cela nous permet également de reproduire ce modèle et cette innovation dans d'autres pays. Un grand merci. Notre deuxième présentatrice est Rafia Raouf. Elle est une professionnelle expérimentée qui a fait ses preuves dans le secteur du développement au Pakistan. Sa carrière s'étend sur plus de 17 ans, au cours desquels elle a travaillé dans les domaines de la conception et de la mise en œuvre de projets, de la gestion de subventions, de l'évaluation organisationnelle et aussi de la gestion de changement. Elle possède également de fortes capacités d'analyse et d'excellentes compétences en matière de rapport et de documentation. Elle a également une expérience directe de travail avec le gouvernement ainsi qu'avec les organisations internationales de donateurs.
Et son exposé s'appelle Poser des questions, demander, écouter, agissez. Elle concentre son travail sur la province SID. Où il y a peu de possibilités pour informer les processus pour les femmes. Mieux comprendre ces processus, cela veut dire qu'on peut aider, surtout maintenant où beaucoup de ministères sont en train de rediriger, de réorienter les ressources qui étaient prévues pour SSR. Un grand merci pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. Avant de commencer ma présentation, je voudrais vous parler un petit peu de mon travail. On se penche sur l'idée que les femmes et les filles ne sont pas seulement ceux qui sont des bénéficiaires de ces services, mais non, elles ont le droit pour obtenir ces services. Très important. Donc, ma présentation va se concentrer sur deux interventions dans la province du Sindh, au Pakistan. On a donné la possibilité aux femmes pour informer le processus de prise de décision. Nous savons tous que cette année était l'année du Covid. C'était un grand défi, surtout pour les femmes. Il y avait tout d'abord la disponibilité interrompue des interventions vitales et de sauvetage dans la planification familiale. Puis il y avait les priorités des gouvernements qui ont changé. Les fonds qui étaient alloués à la santé reproductive et à la protection de la famille pour éviter qu'elle soit détournée vers la lutte contre la pandémie. Ça, c'est vraiment un défi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a rassemblé des preuves en amplifiant les voix des femmes. On voulait donc influencer les décideurs. Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez tous qu'en 2018, on avait une campagne globale qui s'appelait « Ce que les femmes désirent ». Nous, en tant que femmes de l'Alliance, nous nous sommes penchés sur ce slogan et on a pu atteindre 250 000 femmes au Pakistan. Alors, quel est le premier besoin concernant les femmes? Et les réponses étaient très variées et très intéressantes. Mais ce qui était très intéressant, c'est que le planning familial était parmi les 10 premiers besoins, nécessités des femmes. Notre première priorité était de voir ce que les femmes voulaient avoir comme planning familial. Alors, on a regardé les données, les déclarations, et on a trouvé que les femmes voulaient 4 choses. Elles voulaient des informations sur les méthodes pour pouvoir faire des choix éclairés. Les services devraient être gratuits et des services à proximité du domicile. Il voulait que les méthodes et le personnel de santé soient disponibles dans les établissements de santé et une bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec toutes ces données? Alors, on les a présentées devant les décideurs. Tout d'abord, on a un plan avec des réunions dans le secrétariat CIP. C'est un secrétariat qui se trouve dans le département de l'aide sociale de la population. Et on s'est penché sur les recommandations du groupe d'études de 2020, mais on a également fait le plan pour les décennies à venir. C'était le bon secrétariat pour parler.
Et puis, on a eu ou organisé des séances consultatives avec des experts non gouvernementaux qui représentent les donateurs, des partenaires de mise en œuvre. Et c'est très important parce qu'il faut faire le travail avant le mois de juin. Donc, on avait euh, pris du temps pour faire ce travail. On ne sait pas encore si la stratégie va fonctionner. Donc, nous avons voulu travailler sur cette dimension du plaidoyer, et ça, c'était la conception et la mise en œuvre de ces sessions d'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est que ces sessions d'écoute? Eh bien, il y a 5 districts où c'est déployé, et l'objectif, c'était de fournir une plateforme où les femmes de la communauté peuvent participer dans la prise de décision avec les décideurs du district pour réaliser les objectifs. L'interprète indique qu'il y a un problème technique. Ah, voilà. Donc, les objectifs de la planification familiale, donc, ça a été divisé en 2 séances. Dans la première, nous avons réuni 3 femmes. Et c'était des femmes qui avaient participé à des campagnes auparavant. Alors, on leur avait demandé des solutions. Et pendant la prochaine séance, nous avons pris en compte leurs demandes et leurs suggestions et nous les avons transmises au niveau du district pour favoriser la communication des femmes, pour que l'on puisse entendre leur voix. Alors, vous pouvez voir notre première session où les femmes ont discuté de leurs besoins en matière de planification familiale. Du côté droit, vous pouvez voir des images de notre deuxième séance où nous avons eu une réunion avec les directeurs de district. Alors, nous avons choisi une femme très franche qui s'exprime bien pour être notre porte-parole. Alors, qu'est-ce qu'on a réalisé pendant ces sessions? Les voix des femmes ont été servies de catalyseurs du changement pour identifier des priorités de politique au niveau du district. Alors, par exemple, on a identifié les besoins des femmes analphabètes et on a créé des séances de conseils pour les clientes et nous avons également des problèmes concernant le suivi et aussi l'emploi des installations, des bureaux. Et on a identifié le besoin d'avoir une amélioration de la coordination et les autres partenaires du développement pour avoir une meilleure mise en œuvre des différentes activités, par exemple une meilleure planification de la planification familiale pour éliminer les lacunes. Donc, nous avons identifié les priorités concernant les politiques, par exemple, fournir des médicaments spécifiques et attribuer des prestataires de services. Alors, nous avons donc évalué l'efficacité de ces sessions et le gouvernement a décidé d'inclure ce processus dans leurs prochaines interventions. Alors, pour la première fois au Pakistan, c'est la première fois que nous avons vraiment un processus qui tient compte de la voix des femmes et des citoyennes qui sont impliquées dans ces processus de prise de décision pour garantir la redevabilité. C'était vraiment un accomplissement majeur. Alors, c'est grâce à ces petites mesures stratégiques que nous avons pu faire cela pour vraiment faire entendre la voix des femmes et s'en servir comme levier pour avoir une influence sur la prise de décision dans la planification familiale. Je vous remercie de votre attention. Notre troisième présentatrice, c'est Ida Idion, qui est directrice des programmes et
Elle est responsable des programmes sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation. Elle est responsable de la division des soins pour les enfants et aussi le groupe des pionnières sur l'auto-soin. Avant d'avoir ce rôle, Ida a servi de coordinatrice du suivi pour les contraceptifs subcutanés. Elle a plus de 10 ans d'expérience travaillant au carrefour de la technologie et de la politique de santé. Elle a une maîtrise dans la promotion de la santé. Sa présentation, c'est la bonne question au bon moment, euh, le bon sujet au bon moment, faire progresser l'autoprise en charge au Sénégal en pleine pandémie de COVID-19. Elle a mis en exergue l'importance d'avoir une gestion par les femmes de leurs propres soins de santé et grâce à des approches d'autres soins. The importance of advocating for and enabling women to manage their own reproductive health, especially in a crisis when health systems are at their weakest through self-care approaches. Merci Siva et bonjour à tous. Je suis Ida Ndion, donc chargée de programme à PAS Sénégal. PAS est une ONG internationale qui travaille dans 70 pays et dans de nombreux domaines de la santé, particulièrement en ce qui concerne la santé de la reproduction et la santé sexuelle. Notre conviction est fondée sur le fait que les femmes et les jeunes filles devraient pouvoir avoir leur propre choix concernant leur santé. Donc, pour que cela se réalise, nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires, mais également les gouvernements, pour faire progresser l'auto-soin. Nous cherchons également à faire accroître l'accès aux produits, à améliorer la connaissance en matière de santé, mais aussi promouvoir l'autonomie des femmes. Nous nous intéressons bien sûr à l'environnement qui pourrait être propice à l'auto-soin et également préconisant les différentes directives qui ont été données par les autorités et soutenir les différentes initiatives qui existent en matière d'auto-soin. Alors, qu'est-ce que l'auto-soin? Beaucoup d'entre vous déjà peut-être savent ce que signifie l'auto-soin, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voici la définition qui a été donnée par l'Organisation mondiale de la santé. L'auto-soin est la manière dont les individus protègent leur propre santé, préviennent les maladies et traitent avec ou sans l'aide d'un professionnel de santé. Donc, c'est la définition qui a été donnée par l'OMS. En plus de cela, c'est également permettre de rendre disponibles les produits pour les femmes et rendre plus accessible tout ce qui peut aider à favoriser l'auto-soin. Promouvoir les connaissances, l'engagement de la communauté, encourager les différentes personnes qui peuvent utiliser les services d'auto-soin à accroître leur engagement et à favoriser l'autonomie par rapport à la santé. Il est également important que l'auto-soin puisse exister dans le système de santé et c'est pour cela que cette initiative a pour but de faire en sorte que l'auto-soin puisse exister dans un continuum d'intervention dans le système de santé. Cela nécessite des interventions initiales pour les utilisateurs d'auto-soin et certainement également une connexion avec les services de santé qui est renouvelée. En tout cas, avec un prestataire de soins et pour que le système de santé puisse également approvisionner les produits et les pratiques d'auto-soin. Donc, l'auto-soin est vraiment appuyé sur un système de santé qui est résilient et qui est réactif également. Alors, quelles sont les opportunités qu'on a pu explorer au Sénégal et quels ont été les défis que nous avons rencontrés?
Après que l'OMS ait publié ses premières directives sur l'auto-soin, en particulier sur la santé reproductive et sexuelle en 2019, un mouvement mondial est né pour faire un plaidoyer et commencer à faire en sorte que les pays puissent s'approprier les politiques d'auto-soin et faire avancer leur feuille de route. Donc, nous avons vu une opportunité en cela pour le Sénégal et le gouvernement a longtemps fait preuve de leadership en faisant avancer l'auto-injection qui était déjà une initiative utilisée au Sénégal. Donc, cette intervention est également recommandée en matière d'auto-soin. Donc, bien que l'auto-soin soit un concept relativement nouveau, des interventions ont existé depuis très longtemps et une partie de la sensibilisation consiste à reconnaître qu'il existe déjà des interventions, que de nombreuses personnes utilisent déjà l'auto-soin à travers différents services. Donc, nous avons pu mettre ça en exergue et également faire reconnaître que le ministère de la Santé a déjà mis en œuvre des programmes d'auto-soin. Donc, nous avons constaté par contre qu'il y avait une nécessité de faire de la coordination entre le gouvernement et les différents partenaires. Et c'est ainsi que nous avons donné aux communautés et au système de santé les moyens de pouvoir avoir plus un environnement formel pour s'assurer qu'ils puissent pratiquer l'auto-soin de manière sûre et efficace. Donc, nos efforts de plaidoyer en faveur de l'auto-soin ont commencé en début d'année 2020 et c'est à ce moment-là que les premiers cas de COVID ont été enregistrés au Sénégal. Donc, l'arrivée de cette pandémie-là aurait pu vraiment mettre un coup de frein à cette initiative-là, mais parce que nous avons pu adapter notre stratégie, cette situation de pandémie a pu être un élan pour justement montrer l'importance des stratégies d'auto-soin pour agir et constituer un élément de réponse pour la pandémie de la COVID. Et donc, ça a donné vraiment une meilleure visibilité pour l'auto-soin. Alors, donc notre premier objectif était d'accroître la sensibilisation, le plaidoyer et de former des champions de l'auto-soin, ainsi que de souligner le rôle important qu'il peut jouer pour répondre à la pandémie COVID-19. Donc, nous avons organisé premièrement un symposium de sensibilisation au début du mois de mars et nous avons mis en évidence les différents programmes qui existaient de manière vraiment très, très large. Nous avons mené également avec cette initiative-là fait venir un représentant de l'Organisation mondiale de la santé pour présenter les directives en matière d'auto-soin et les données probantes qui pouvaient exister et soutenir cette initiative d'auto-soin et obtenir également le premier engagement du ministère de la Santé. Cet événement était planifié, mais à mesure que la pandémie avançait, nous avons ajusté les priorités pour répondre aux besoins du ministère de la Santé. Donc, et le ministère a vraiment montré son idée de saisir l'auto-soin comme étant une stratégie de réponse à la pandémie. Et donc, sur cette lancée, un groupe a été créé, un groupe restreint, à la suite de la pandémie, à la suite du... j'ai perdu mon idée. Donc, à la suite de cette de ce premier symposium, il y a eu un groupe restreint qui a été issus donc des participants du symposium qui ont travaillé, qui se sont réunis virtuellement au mois de mai
pour identifier les priorités nationales en matière de plaidoyer et de réponse à la COVID. Donc, nous avons tiré parti d'une feuille de route mondiale pour la promotion de l'auto-soin, élaborée par White Ribbon Alliance au nom du Self-Care Pioneers Group, Self-Care Trailblazer Group, pardon, qui avait déjà utilisé dans un certain nombre de pays cette feuille de route-là pour identifier les priorités en matière de promotion du self-care. Donc, les participants ont reconnu l'importance de créer un groupe national de réflexion autour de la question. Donc, comment s'est passé le lancement donc, de Self-Care Pioneers Group au Sénégal? Le 24 juillet, qui était l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'auto-soin, a été l'occasion du lancement de ce groupe avec une forte participation des partenaires, la présence de l'OMS, Afro, mais également le leadership de la division de la lutte contre de la planification familiale. Donc, il est intéressant de noter que dans ce groupe, tous les acteurs ont été rassemblés et l'idée, c'est vraiment de faire de ce travail-là quelque chose qui représente et qui reflète les réalités du Sénégal. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que le Sénégal était bien placé déjà sur ce point, car il y avait déjà une stratégie liée à l'auto-injection. Et donc, c'était une occasion très intéressante de pouvoir faire le lien entre l'auto-soin et l'auto-injection. Il y avait déjà un suivi et donc le plan de contingence qui a été créé, le self-care a pu être une occasion d'apporter une réponse et d'appuyer en termes de stratégie la rédaction de ce plan de contingence pour répondre à la COVID. Et donc, ce qui était vraiment intéressant ici, c'est de pouvoir partager la stratégie de prise en charge à domicile pour permettre aux structures de santé d'être plus focus sur les cas graves pour la COVID, mais aussi la formation des prestataires qui pouvaient offrir des services d'auto-injection aux utilisatrices. Ce que nous avons appris donc de cette initiative, c'est il y a eu un certain nombre de leçons. C'est surtout premièrement, nous avons eu l'importance d'adapter le message donc au contexte du Sénégal. Donc, l'auto-soin est un outil vraiment précieux pour la réponse à la COVID et l'adhésion a été forte en ce sens-là. L'engagement du ministère est une vraie leçon apprise et très importante de savoir que cet engagement-là permet d'aller de l'avant. Donc, les services d'auto-injection qui ont pu être fournis et renforcés pour les prestataires, mais également pour les utilisatrices. Ensuite, nous avons vraiment un large groupe d'intérêts qui rassemble au-delà même de la santé, de la reproduction. On a des représentants des maladies non transmissibles avec vraiment l'idée d'avoir différents services liés à l'auto-soin. On peut donner comme exemple, par exemple, l'utilisation de l'insulinothérapie. Les lignes directrices vont être également adaptées et ça, c'est quelque chose d'important également en termes de leçons apprises. Quelles sont les prochaines étapes, les horizons qui se présentent au groupe pour le Sénégal? Donc, c'est une initiative dont on est vraiment fier et de voir la participation des différents acteurs, aussi bien au niveau national que international, et avec la participation de PSI, du Self-Care Trailblazer Group, qui sont des partenaires importants, mais on peut également citer au niveau local PRB, qui est un de nos partenaires,
et qui travaille vraiment fortement avec nous. Et chacun de ces partenaires, FHI 360, chacun a pris l'initiative vraiment de prendre le lead sur une activité. Des dialogues sont prévus avec les prestataires de santé, y compris les propriétaires de cliniques privées, les associations de professionnels, mais également avec la société civile, les associations de patients, les associations de femmes, les chefs religieux, les associations de jeunes. Donc, c'est vraiment une large consultation. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, tout en n'oubliant pas, bien sûr, la cartographie des acteurs et aussi le paysage politique qu'il est prévu de faire. Donc, je vais m'en arrêter là et vous remercie pour La dernière présentation est de Sarah Baum. Elle est associée chez Ibis Reproductive Health où elle dirige un portefeuille de recherche en sciences sociales sur l'accès à l'avortement sans risque et aux soins de santé génétique. En tant qu'experte en méthode qualitative, elle donne priorité au développement de questions de recherche en partenariat avec des cliniques et des partenaires de plaidoyer afin de mieux comprendre les préférences, les priorités et les expériences des personnes qui cherchent et obtiennent un avortement et une contraception. Elle a publié et présenté des travaux évaluant la stigmatisation liée à l'IGV, la qualité des soins chez les prestataires et les femmes. Elle documente l'impact des lois restrictives en matière d'IGV et de planning familial. Elle est titulaire d'une maîtrise en santé publique dans le domaine de la santé reproductive et familiale de Mailman School de l'Université de Columbie et elle se penche sur les partenariats en matière de recherche et de plaidoyer pour faire progresser l'accès à la conception et à l'avortement pendant et après COVID-19. Elle parle de l'année dernière concernant les nouvelles barrières à la contraception et à l'avortement, tout en mettant en lumière les inégalités existantes en matière d'accès. Je m'appelle Sarah Baum. Je travaille pour une ONG qui fait de la recherche. On travaille aux États-Unis, mais aussi en Afrique du Sud. Je vais partager le travail de plaidoyer avec vous au cours de la période de Covid. J'ai travaillé en partenariat avec beaucoup de parties prenantes sur la recherche et le plaidoyer. On travaille sur la redevabilité mutuelle et le partage des rôles. Et c'est utile pas seulement pour les plaidoyers, mais pour la communauté au large. On se penche sur ces efforts de plaidoyer. On se penche sur les efforts de plaidoyer. Tout d'abord, il y a l'appui pour l'IVG autogéré. L'IVG autogéré, là, il s'agit d'une femme qui prend soit mifepristone ou misoprostol. Et l'interaction avec le système sanitaire formel par téléphone. Il y a ces lignes vertes qui travaillent dans beaucoup de pays. On donne aux femmes des instructions étape par étape, comment aussi évaluer la situation, des stratégies pour avoir un avortement sûr chez soi. Donc, elle peut obtenir ces conseils soit par téléphone, soit par Zoom, par vidéo. Elle peut interagir avec les collègues et avec les personnes qui l'appuient. Alors, il y avait eu des changements opérationnels. Ils ont, par exemple, les prestataires de services ont besoin d'un téléphone basé sur le web. Il y a également un changement de conseil. Par exemple, concernant les pharmacies qui ont fermé les portes.
Notre stratégie était d'élargir notre réseau de prestataires. Concernant la recherche, au cours des derniers mois, on a fait des études en Afrique, en Asie, en Amérique latine pour documenter les besoins des clients. On a vu des tendances avec les appels. On voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui appellent ces numéros verts. Nous avons aussi fait des entrevues sur 3 hotlines pour savoir comment ou dans quelle mesure la pandémie a autonomisé ces femmes pour avoir un IVG chez soi. Deuxième exemple du changement du plaidoyer est la campagne Libérer la pilule. Ici aux États-Unis, le moment est venu pour avoir la pilule sans ordonnance. Ici aux États-Unis, vous avez toujours besoin d'une ordonnance, d'un prestataire de service pour vous procurer la pilule. En 2015, moi, je faisais partie d'un groupe d'experts et on a fait la recherche pour soumettre une demande au FDA. Au cours de la pandémie, les messages ont été adaptés. Vous voyez des changements. Ici, vous voyez par exemple le port des masques. Il y a aussi le libellé qui a changé. Et en effet, les barrières sont devenues beaucoup plus élevées. Les gens ont perdu leur travail ou assurance santé. En effet, ces barrières-là existaient déjà pour les minorités. Mais maintenant, ça impacte beaucoup plus de personnes. On a aussi maintenant les visites virtuelles pour les femmes. Et on s'est soucié qu'à cause de ces visites virtuelles, il y aurait moins d'utilisatrices. Mais c'était juste le contraire qui s'est avéré vrai. Il y avait énormément de visites. En effet aussi, il y a eu beaucoup plus de personnes diverses qui ont pu appeler les numéros verts pour assistance. Les femmes n'ont pas dû se déplacer vers la capitale. On voulait aussi connecter l'importance de la pilule sans ordonnance avec la justice raciale. Donc, on a fait beaucoup de travail là-dessus. On a aussi recruté des gens pour notre plaidoyer auprès du FDA. Et donc, on a recruté les jeunes virtuellement. Il s'agissait d'un recrutement plus facile, surtout pour les jeunes. Et c'est un échantillon très, très important pour nous. Dans le passé, donc maintenant, on peut ajuster nos manières pour travailler avec les jeunes, même dans la période après Covid. Il y a des leçons apprises et des recommandations. C'est important de relever l'accès. En effet, doit être axé sur les individus, puisqu'il y a de plus en plus de besoins. Il faut donc rester agile, adaptable et centré sur la personne. Le bon côté des choses sont les avantages virtuels. Identifier les changements au cours de Covid-19 et les clients aimeraient voir se poursuivre, se développer, élargir les stratégies de promotion pour les rendre permanents. Les principes directeurs pour les partenariats recherche-défense sont le respect, responsabilité mutuelle, impact et pouvoir partagé. Donc, il y a maintenant de nouvelles opportunités et on pense que ce modèle va être utile aussi pour après la pandémie. On a vu que notre plaidoyer peut maintenant incorporer les recherches de nos études. C'est donc super pour aussi reformuler les principes de recherche avec les partenaires de plaidoyer. Un grand merci pour vous.
Bonjour à tout le monde, merci. C'était un panel formidable. On a maintenant parlé beaucoup. Maintenant, on va faire une ronde de questions. La première question, je vais revenir à Bridget. Bridget, vous avez parlé de cette carte Google sur les contraceptives. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu là-dessus? Comment est-ce que cette carte Google a utilisé au cours de la pandémie pour encourager l'accès et l'utilisation des contraceptives? Merci, Siva. Au cours de la pandémie, l'interprète n'entend pas. En effet, les gens ne pouvaient pas bouger, donc il n'y avait pas de mode de transport. Comme ça, on a développé ces plateformes en ligne. Dans notre cas, c'était la carte. Et c'était important d'avoir les mises à jour sur les cartes. Elle savait alors quels établissements sont ouverts, avec quels produits, aussi les numéros d'appel pour les établissements. Comme ça, les femmes avaient accès aux contraceptifs en dépit de la pandémie. Et Rafia, je pense que l'alliance du ruban blanc pour engager les femmes, c'était un travail formidable que vous avez fait. Mais comment est-ce que vous planifiez pour mettre à l'échelle l'engagement des citoyens et des femmes, ces mécanismes comme les séances d'écoute? Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut reproduire cette approche dans d'autres endroits? Je pense que pour répondre à cette question, je vais vous dire pourquoi cette approche a vraiment fonctionné. On avait au début, on a voulu avoir des réunions beaucoup plus larges, avec beaucoup plus de participantes. Mais à cause de Covid, c'était pas possible. Alors, on a dû travailler dans un cercle restreint. C'était une bénédiction pour nous. Dans les premières séances, il y avait cet environnement, ce petit environnement privé, intime. Les femmes ont pu parler ouvertement. Et puis dans la deuxième sous-séance, on a parlé des problèmes et puis on a validé nos aperçus. Il y avait une femme d'une communauté qui a parlé de ces aperçus d'un autre monde, quoi, et en effet, elle a dit exactement la même chose qu'on avait déjà découvert dans nos trouvailles. C'était juste exprimé différemment. Donc, c'était très, très important de faire le lien. Comme ça, les gens ont pu comprendre. Nous avons utilisé le pouvoir des voix des femmes pour exprimer leur voix. Dans une société du patriarcat, comme on l'a dans notre pays, c'était très important d'avoir toutes ces voix de femmes. Et les femmes ont été entendues, on a pu faire ce changement. Maintenant, on est déjà en train de reproduire ce modèle dans d'autres provinces au Pakistan. On se sert de cette plateforme, encore une fois, pour faire augmenter le budget pour les contraceptifs. Donc voilà, on fait avancer notre programme. Un grand merci, Rafia. Bridget et Rafia ont parlé d'engager les groupes plus vulnérables pour leur donner l'accès aux contraceptifs. Ida et Sarah ont parlé des services des auto-soins. C'est tellement intéressant. C'est essentiel au cours de la pandémie. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, en se penchant sur l'expérience des auto-soins, quels étaient les plus grands défis et comment est-ce que vous avez surmonté ces défis et comment est-ce qu'on peut reproduire ces efforts dans d'autres endroits? Très bien, merci. Merci pour la question. Alors, le premier défi a été vraiment de s'adapter au contexte de Covid parce que nous avons commencé cette initiative au même moment où la pandémie arrivait au Sénégal. Donc, il a fallu s'adapter
Et quand on avait planifié, c'était pour organiser des réunions en présentiel. Donc, on a dû s'adapter et faire les réunions en virtuel, ce qui n'est pas forcément très facile pour des consultations. Donc, cette adaptation-là a été, mais on a su être réactif. La deuxième chose, c'est qu'il fallait mobiliser les acteurs qui sont déjà actifs dans la réponse à la COVID et notamment avec le ministère pour montrer que le contexte de COVID arrivait vraiment au moment où l'auto-soin devait être promu. Et donc, ça a été vraiment intéressant de pouvoir discuter avec le ministère et de montrer que utiliser l'auto-injection, qui était déjà un programme existant, pouvait faciliter l'accès à la contraception pour les femmes dans la mesure où les structures de santé étaient occupées à répondre contre la COVID-19. Alors, par rapport à l'expérience du Sénégal par rapport aux autres pays de la sous-région et de l'Afrique francophone surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette expérience-là, nous pouvons la partager. C'est de pouvoir partager cette expérience, ces leçons apprises avec les autres pays, mais également apprendre d'eux. Donc, c'est vraiment un échange qui peut se faire des deux côtés. Merci, Ida. Et maintenant, Sarah, votre recherche était essentielle. Mais l'une des choses qu'on demande souvent, c'est quelles sont les stratégies de recherche qui ont le mieux fonctionné pour documenter ces changements au cours des années et comment est-ce que vous le faites pour ne pas surmener les efforts lorsque vous faites la recherche. Cet équilibre est vraiment très important. Surtout dans un moment de crise, c'est difficile de définir un partenariat où il faut faire de travail en surplus. Moi, je me suis penchée sur les méthodes qu'on a utilisées déjà dans le passé. On s'est penché sur les changements dont je viens de vous parler. Nous avons documenté les changements. Donc, il y a un changement dans le recrutement et aussi concernant le recueil des données. On a fait tout cela de manière virtuelle. On s'est posé la question, est-ce qu'on peut vraiment faire ce travail de manière efficace entre l'audience et les chercheurs? C'est important pour influencer les politiques, mais également c'est très important pour ce que vous voulez reproduire en tant que méthode plus tard après la pandémie. Alors, on a partagé les ressources, on a utilisé les données d'un projet sur d'autres. On a pris en compte les différentes perspectives des différentes parties prenantes. On ne voulait pas seulement refléter une seule perspective, mais non, il fallait aussi la perspective des prestataires de services et aussi des autres parties prenantes qui travaillent dans le travail du plaidoyer. On a parlé tellement de barrières. Mais en effet, il y a par exemple des changements de politique qui étaient favorables pour décroître les barrières. Maintenant, c'était plus facile pour obtenir ces services divisés et on veut les garder en place pour après la pandémie. Par exemple, il y avait un changement de politique pour que les femmes puissent avoir des pilules sans ordonnance. Alors, de parler de tout cela est important. Et puis, concernant le fardeau, les problèmes, ce qui est important dans notre partenariat de recherche, c'est reconnaître où se trouvent les problèmes dans la recherche. Nous, les chercheurs, nous devons nous pencher sur la recherche, mais aussi travailler avec la communauté qui nous aide avec le travail de recherche. C'est très important d'utiliser des principes axés dans la communauté. Il faut trouver des solutions ensemble. Les objectifs doivent être axés sur les consommatrices. Merci, Sarah. Et maintenant, je vais me pencher sur les questions qui sont sur l'écran.
Et en fait, trois questions. Donc, pour Brigitte, alors la première question, c'est comment est-ce que vous allez servir les jeunes? Est-ce que vous les mettez en contact avec les prestataires de services pour répondre à ces questions? Et comment est-ce que vous allez faire en sorte que les jeunes sans éducation puissent accéder à ces cartes et accéder à cette formation? L'autre question, ça concerne, grosso modo, bon, comment est-ce que nous pouvons faire le plaidoyer auprès du gouvernement au niveau local pour s'occuper d'une telle application de Google Maps plutôt que laisser ça seulement au bon soin des organisations de la société civile? Très merci. Alors, en ce qui concerne l'accès à la carte par les jeunes, dans des lieux où il y a un manque d'accès à Internet. Bon, pour parler un peu des antécédents de cette innovation, il y a eu un projet au Kampala sur lequel nous nous sommes concentrés. Alors, nous avons... Bon, Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. Alors, nous savons que la plupart des jeunes à Kampala ont accès à Internet d'une manière ou d'une autre. Alors, on a ciblé ces jeunes là-bas, à Kampala, et peut-être d'autres jeunes dans d'autres zones urbaines. Mais cependant, nous avons d'autres plateformes accessibles par les jeunes qui n'ont pas accès à Internet. Par exemple, nous avons des services de sensibilisation auprès des collectivités à travers les chefs pour pouvoir faciliter la participation des jeunes. Alors, pour répondre à l'autre question, comment est-ce que le gouvernement peut-il s'intéresser à cette innovation? Alors, ce que nous faisons, c'est lui montrer le but de cela et les résultats de cette plateforme. Donc, nous restons en contact avec le gouvernement, nous partageons en permanence ces données pour montrer comment cette innovation fonctionne et nous espérons que le gouvernement va témoigner de l'intérêt pour ce projet et que nous allons l'avoir comme nouveau partenaire pour garantir la pérennité de cette innovation pour les jeunes. En ce qui concerne les installations sanitaires et les prestataires de services de soins de santé, eh bien, lorsque nous parlons avec les prestataires de soins de santé, nous les encourageons à être très conviviales envers les jeunes. Alors, ça veut dire que il faut que les jeunes se sentent à l'aise et leur parler de la bonne manière et leur fournir les services dont ils ont besoin. Donc, nous encourageons cette convivialité vis-à-vis des jeunes et c'est comme ça que nous encourageons les prestataires de services dans leur communication. Merci. Notre prochaine série de questions est dirigée à Rafia. Alors, je pense que la plus importante, c'est est-ce que c'était difficile d'organiser ces sessions d'écoute qui réunissaient les femmes et les décideurs politiques? Est-ce qu'il y a eu un confinement au Pakistan et comment est-ce que vous avez fonctionné dans ce contexte? Et puis, il y a une série de questions concernant la communication avec les hommes dans ce domaine et aussi il y a une question concernant vos sentiments vis-à-vis de cette intervention et le lien avec la politique de la population au Pakistan. C'est une question très longue, mais je vais faire de mon mieux. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les défis, certainement, il y a eu beaucoup de défis au Pakistan. Mais interagir avec les décideurs politiques, ce n'était pas le plus grand défi parce que, bon, nous avons cette plateforme de Zoom et nous avons ces réunions en ligne. Donc, nous avons pu interagir avec ces décideurs politiques pendant le confinement. Cependant, nous avons dû retarder ces sessions d'écoute pendant longtemps. Donc, mais nous avons pu les lancer pendant le confinement au fur et à mesure. Et nous avons donc eu des sessions, nous avons eu un petit groupe de femmes. Dans un premier temps, nous avons eu seulement 2 sessions avec un nombre plus grand de femmes. Mais avec l'augmentation du nombre de femmes, nous avons augmenté le nombre de sessions jusqu'à 5.
Donc, nous avons donc divisé les femmes en plus petits groupes. Alors, on essaie d'arranger les choses comme ça. C'est un défi, mais on s'est débrouillé. Alors, la participation des hommes. Eh bien, tout ce projet, en fait, se focalise sur l'autonomisation des femmes et de leur voix. Alors, la participation des hommes en fait partie. Alors, une des demandes exprimées par les femmes, c'est lorsqu'il s'agit de la planification familiale, il est très important de sensibiliser les hommes. Et même plus la sensibilisation auprès des belles-mères. Alors, donc, nous avons pu donc parler de ce domaine avec les décideurs politiques et assurer la participation des hommes et les sensibiliser, les hommes et les belles-mères, et pour renforcer ces initiatives pendant les mois à venir. Et enfin, en ce qui concerne les politiques, ben, vous voyez, au Pakistan, la population, c'est quelque chose qui est traité au niveau de chaque province depuis 2016. Et cette politique vise à réaliser des objectifs fixés par le gouvernement de Pakistan selon le projet de PF 2020. Alors, nous avons donc organisé un mécanisme de session d'écoute pour les rendre plus conviviales. Alors, le gouvernement a voulu réaliser cet objectif selon son projet de PF 2030. Alors, ils ont eu ce mandat de l'organisation de ces sessions d'écoute afin de pouvoir mettre en œuvre son programme de PF pendant les 5 années à venir. Alors, la participation des femmes va maintenant faire partie intégrante de la programmation de planification familiale. Alors ça, c'est une vraie réalisation et c'est comme cela que nous avons pu mieux faire participer le gouvernement en changeant le mode de fonctionnement avec la participation des femmes. C'est comme ça. Merci tellement, Rafia. Alors, notre prochaine question est dirigée à Ida et je ne sais pas si quelqu'un pourra l'interpréter pour elle. Alors, dans l'expérience du Sénégal, et ce qui était important, c'est de définir des lignes directrices ou des directives pour l'auto-soin. Alors, la question, c'est, alors, comment est-ce que vous avez traduit les directives d'auto-soin vers les collectivités, vers la communauté, vers les utilisatrices de PF afin qu'elles puissent s'en servir? Merci pour la question. Alors, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes vraiment dans le début de ce travail et nous avons commencé à discuter et enrôler les partenaires autour de cette question et avec le leadership du ministère de la Santé. Donc, nous sommes dans le processus de développer les guides sur l'auto-soin. Cependant, il faut noter que l'auto-soin, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de programmes qui développent déjà des stratégies d'auto-soin. Si je prends l'exemple de la planification familiale, il y a au Sénégal déjà un programme qui est à l'échelle sur l'auto-injection de Sayana Press, qui est le DMPA-SC. Donc, notre rôle est vraiment de pouvoir un peu fédérer tous les partenaires autour de la stratégie d'auto-soin, qu'ils puissent exister en tant que programme. Et donc, ce qui est bien, c'est de voir que vraiment aujourd'hui, les partenaires sont intéressés à promouvoir l'auto-soin, même si déjà ils le pratiquent. Voilà, merci. Merci, Ida. Et maintenant, on redonne la parole à Bridget parce que nous avons toujours quelques questions pour elle. Alors, Bridget, une des questions que l'on pose, c'est ce qui concerne la carte de Google Maps sur la contraception. On n'a pas trouvé d'informations sur les cliniques qui fournissent des services d'IVG. Est-ce que c'est que les cliniques ne fournissent pas ce service ou est-ce que cela ne fait pas partie de votre projet? Est-ce que vous pouvez aussi décrire le processus de collecte des données pour la carte de Google Maps sur la contraception? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour le faire? Donc, merci, Siva. Alors, en ce qui concerne
les soins post-IVG. Ce n'est pas que ces services ne sont pas fournis. Il existe des soins pour les complications qui pourraient surgir suite à une IVG. Cependant, après avoir parlé avec plusieurs de ces installations, nous avons compris qu'elles préfèrent se concentrer sur l'utilisation des contraceptifs et encourager les jeunes à venir et à chercher des contraceptifs plutôt que que ces jeunes se retrouvent dans des situations où il pourrait y avoir des complications suite à un avortement. Alors, donc, c'est peut-être pour ça que ce n'est pas parmi les services qui sont dans la liste des services disponibles. Alors, en ce qui concerne le processus de collecte des données, dans les centres de soins de santé, on a essayé de déterminer quels sont les contraceptifs qui sont disponibles dans chaque centre, s'il y a un stock qui est disponible, quelle sera la durée de ce stock, et puis nous essayons de déterminer quelle sera la prochaine fois qu'il y aura une nouvelle livraison pour avoir ce produit en stock. Alors, ce qui concerne les défis, c'était au début, lorsque nous avons commencé ce travail, que nous avons vraiment dû nous présenter pour vraiment pour que les autres aient confiance en nous. Mais une fois que les autres ont compris l'importance de notre travail et les résultats positifs du fait de pouvoir partager quels sont les centres qui ont ces contraceptifs en stock, nous n'avons pas rencontré de problème pour travailler avec les directeurs de ces installations sanitaires. Merci tellement, Bridget. Et une dernière question dirigée à Rafia. La question, c'est, bon, ces femmes qui ont participé lors de ces sessions d'écoute, est-ce que c'était des femmes clientes individuelles de la planification familiale ou appartenaient-elles déjà à un autre groupe? Et si c'était des individuels, comment est-ce que les efforts de redevabilité peuvent devenir pérennes sans le soutien, l'appui d'une ONG? Tout d'abord, ce sont des femmes venant de la communauté, des individus, des clientes individuelles de PF, mais presque toutes ces femmes avaient déjà participé dans notre campagne de What Women Want, ce que les femmes veulent. Donc, elles ont déjà parlé de leurs besoins, leurs demandes en termes de soins reproductifs, et maintenant, elles ont participé à un programme de planification familiale. Donc, le but, c'était de garantir la participation de ces femmes. Alors, la pérennité, la durabilité, la meilleure durabilité, c'est où il n'y a pas d'ONG parce que c'est le gouvernement qui s'en occupe. Le gouvernement a le mandat de diriger des sessions d'écoute et d'utiliser ces données pour améliorer sa programmation de PF. Et donc, ça, c'est le meilleur résultat possible. Il y a des femmes à travers tout le continent qui sont impliquées et les décisions de planification familiale sont influencées par leurs besoins et leurs demandes. Donc, je pense que c'est la meilleure des solutions que nous avons trouvées. Merci, Rafia. Et nous avons aussi une dernière question pour Ida. Cette question concerne... Bon, est-ce que l'accès aux services d'auto-soins de PF est-il inclus dans les assurances maladie nationales? Parce que c'est important parce que cela peut éliminer les difficultés d'accès par les groupes les plus vulnérables. Alors, s'il s'agit des assurances privées ou des assurances publiques telles que la CMU, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est totalement pris en compte. Donc, c'est peut-être un objectif de stratégie et de plaidoyer que nous devons inclure dans notre guide sur l'auto-soin. Mais je pense qu'en tout cas, au Sénégal, il y a une prise en charge des méthodes de planification familiale qui sont très accessibles, en tout cas dans le public. Je donne un exemple, une utilisation du DMPASC pour 3 mois coûte environ 300 francs.
en monnaie locale pour une protection de 3 mois. Donc, ça reste quand même assez accessible, d'autant plus qu'il est subventionné soit par l'État, soit par les organisations non gouvernementales qui travaillent dans ce domaine-là. D'accord. Donc, juste quelques dernières questions pour terminer la séance. Alors, une question pour Sarah, parce que vous avez parlé de deux initiatives intéressantes qui concernent l'avortement autogéré et l'accès à la pilule. Alors, comment est-ce que vous créez des alliés parce que des alliances avec les décideurs, c'est un composant clé. Est-ce que vous avez trouvé que ces alliés inattendus ont été importants dans vos efforts de plaidoyer? Alors, oui, j'ai parlé de deux interventions d'auto-soins, ou plus ou moins d'auto-soins, où il y a des personnes qui ont pris des médicaments pour l'avortement et aussi de prendre une pilule sans ordonnance. Et je pense que ce sont les prestataires de services dans les cliniques qui ont été des parties prenantes vraiment importantes et la capacité, la possibilité de créer des liens entre les centres de services et les prestataires de services et les autres acteurs est tellement important. Et puis, il y a des aspects de la qualité de service fournis, des soins centrés sur le patient, la patiente qui peut être fournie dans le secteur formel et nous pouvons les appuyer. Et alors, certaines ONG ont demandé des informations concernant la façon dont elles peuvent fournir des informations aux personnes afin qu'elles puissent avoir un meilleur accès, par exemple, à l'avortement médicamenteux. Alors, ce type de soins de santé devient de plus en plus populaire. Alors, aux ONG internationales cherchent des moyens pour pouvoir fournir ces services et les informations sur le service d'avortement aux membres du public. Alors, il y a entre les secteurs formels et informels, et ça, c'est vraiment été critique pour bâtir des alliances. Et peut-être une dernière question pour Brigitte. Alors, en pensant à l'avenir, selon vous, quel est un facteur en considération important pour garantir la continuité de la planification familiale dans l'année à venir? Alors, dans le contexte de mon pays, l'Ouganda, pour que la planification familiale continue et aille de l'avant, j'encourage tout le monde à travailler avec les parties prenantes pour garantir leur implication, y compris les parents, les institutions religieuses et les institutions culturelles, parce que ce sont généralement les institutions qui limitent l'accès des jeunes aux contraceptifs. Et dans ce cas, si nous travaillons tous ensemble, je pense que la planification familiale va pouvoir progresser et connaîtra une vraie réussite dans mon pays, l'Ouganda. Merci tellement, Brigitte. Et merci à tous les membres de notre panel. Vraiment, ce sont des personnes tellement incroyables. Et j'ai pensé aux défis de la COVID et comment cela peut freiner nos efforts de plaidoyer et notre possibilité de tenir nos engagements en matière de la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation. Alors, il y a un vrai engagement des citoyens et des femmes et des jeunes, et aussi donner le pouvoir aux jeunes et aux femmes pour pouvoir prendre ces décisions elles-mêmes et eux-mêmes. Donc, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette séance et d'avoir posé des questions aussi intéressantes. Merci tellement de votre participation aujourd'hui.
We are the stars, the bright and morning stars, with the power to be seen across the world. We're not the future, we're the present. Invest in us and you will see the world is changing. Because our bodies